Bonjour à tous. Bonjour. Merci déjà d'être là en fin de journée pour nous écouter après toutes les sessions que vous avez dû voir dans la journée. Moi, je suis très heureux d'accueillir Sandrine aujourd'hui et pour cet échange parce que il y a un an, jour pour jour, 21 mars de l'année dernière, on avait eu la chance de faire l'annonce officielle de la General Availability d'Azure OpenAI Services ici même, avec Xavier Perret. Ça a suscité en un an beaucoup de réalisations chez OnePoint. Donc on va vous donner un aperçu de comment Microsoft a avancé, comment OnePoint s'est emparé de ces technologies. Et enfin, on va vous montrer quelques démonstrations, puis on va éclairer le futur. Voilà. Merci beaucoup François. Merci à OnePoint pour l'invitation. On est très heureux. Donc je représente bien évidemment Microsoft et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, effectivement un an après ce lancement. On a plein de belles choses à vous raconter sur la façon dont on a concrétisé aujourd'hui des projets AI, OneLake, etc. Ensemble avec OnePoint. Voilà, et on va essayer de vous illustrer aujourd'hui là où en est le marché et puis comment on voit l'évolution et surtout le passage à l'échelle. Génial, on peut y aller. Alors, je vais passer peut-être très rapidement ce slide parce que tout le monde est familier sur le fait que j'enfonce encore quelques portes, mais on passe successivement ces 10 dernières années un certain nombre de vagues d'innovation qui poussent en fait les entreprises à franchir des étapes. Il y avait celle du cloud il y a une bonne dizaine d'années. Après, on a parlé de digital transformation. Et puis maintenant, on parle de transformation par l'AI. Finalement, il y a quand même un faisceau commun dans toutes ces phases finalement d'innovation, c'est la data. La data, pourquoi? Parce que c'est certainement... On passe le slide après, pardon. La data, pourquoi? Parce que c'est certainement l'un des assets les plus stratégiques des entreprises. On voit que les entreprises qui sont, qui ont réussi à mettre des organisations, ce qu'on appelle data-driven, aujourd'hui arrivent à mesurer un certain nombre de bénéfices. Donc les bénéfices en termes bien évidemment de productivité, d'impact sur la capacité à sortir plus rapidement des produits et des services, à prendre les bonnes décisions. D'où un impact sur les revenus, la productivité dans les entreprises et leur profitabilité. Et puis finalement, aujourd'hui, on est face à une nouvelle ère, après cette transformation par la donnée qui est l'AI. Et l'AI, quand on regarde aujourd'hui, quand on enquête auprès de nos clients, savoir quelles sont les perspectives d'investissement, c'est un marché qu'on mesure d'ici 2026 à globalement 300 milliards de dollars de dépenses qui vont être donc d'argent qui vont être investis dans l'AI. Et c'est aussi une réalité. Le slide montre que c'est d'ici 2025-2026, mais quand on discute aujourd'hui de développement de socle applicatif avec nos clients, quasiment la totalité des applications aujourd'hui qui sont développées intègrent et embarquent de l'intelligence artificielle. Donc ça crée un cercle virtueux finalement avec des applications qui sont de plus en plus intelligentes, qui vont générer des nouvelles données et qui vont enrichir le niveau de connaissance des entreprises. L'AI, je reviens dessus. On a et je reviendrai bien sûr sur toutes ces annonces qui ont été faites il y a maintenant un an et demi par Microsoft, et on voit que chaque jour finalement s'enrichit d'annonces de nouvelles technologies et de nouveaux partenariats. Quand on parle d'AI, finalement, quand on discute avec nos clients, ça fait 2 ans à peu près qu'on discute, nous, Microsoft, avec beaucoup de comités de direction chez nos clients. Ce n'est pas finalement un sujet tabou. C'est-à-dire que quand on discute avec les collaborateurs, et y compris les collaborateurs de Microsoft, parce que c'est un changement pour tout le monde en fait, d'intégrer en fait, ces nouvelles technologies dans notre façon de travailler, on voit que globalement, les 2/3 ont compris que de toute manière, avec ces nouvelles technologies, comme on l'a vécu avec les phases de transformation digitale, eh bien, on allait travailler avec cette nouvelle technologie. Donc, c'est comment est-ce qu'on aide à acculturer en fait, ces nouvelles solutions dans le quotidien de nos collaborateurs. Et puis en même temps, quand on regarde, c'est la même proportion des collaborateurs qui jugent que finalement, il y a beaucoup de tâches qu'on fait chaque jour sur lesquelles on n'a pas forcément d'énergie parce que c'est beaucoup de tâches administratives, un petit peu rébarbatives et en tout cas qui sont répétitives et on manque un petit peu d'énergie. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on regarde après 1 an et demi de discussion avec nos clients et notamment les clients français, finalement l'accueil est plutôt très positif. Il y a bien sûr des questions et parfois des inquiétudes, mais l'accueil en fait et de l'intégration de ces nouvelles technologies est plutôt bon. Alors, je vais revenir très rapidement, voilà, tu peux passer, merci, les différentes animations. Donc, je vais revenir très rapidement sur le slide précédent. Donc,
OpenAI. OpenAI, pourquoi le choix d'OpenAI? Donc Microsoft a décidé, vous le savez, je passais rapidement en 2019, d'investir et de mettre à disposition ses capacités de calcul avec Azure pour OpenAI, qui est une entreprise indépendante. On a jugé, d'où le fait qu'on intègre en fait l'ensemble de ces technologies dans la plateforme Azure, que aujourd'hui c'était, et ça l'est encore, même si on voit beaucoup de nouveaux modèles, et j'y reviendrai, qui émergent sur le marché. On a jugé que c'était de loin finalement les modèles de LLM sur lesquels on avait les meilleures performances en termes de qualité de réponse. L'objectif pour nous, Microsoft, d'où le choix de partenariat avec OpenAI, qui est donc intégré depuis, comme tu le mensonnais François, une bonne année maintenant dans Azure. Exactement une année, ouais. Tout à fait. L'objectif, en fait, il est triple. D'une part, c'est d'aider nos clients à trouver des nouvelles sources de valeur et donc de revenus, les aider aussi à finalement différencier la relation avec l'ensemble de leur écosystème, les clients comme les partenaires et fournisseurs. Et puis, in fine, on voit que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à automatiser en fait l'ensemble des process internes de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment les trois sujets aujourd'hui qu'on adresse chez nos clients. Azure OpenAI, les technologies LLM, ça va un peu plus loin que l'intégration des services dans Azure comme n'importe quel service Azure. Et on passe le slide après, pardon. Puisque aujourd'hui, on a fait aussi le choix de se dire, dans la stratégie Microsoft, on pense que finalement chacun des collaborateurs, peu importe son métier dans l'entreprise, peut bénéficier d'un copilote. Donc le copilote, ça se traduit comment? On a infusé dans l'intégralité des technologies Microsoft les solutions OpenAI, et donc ça se traduit d'une part par bien évidemment la mise à disposition aujourd'hui sur le marché des copilotes pour Office 365. Donc on arrive à une relation conversationnelle finalement avec les applications 365. Ça, deuxième volet également de la stratégie Microsoft, c'est d'intégrer cette notion de copilote aussi sur toute la partie business application. Donc on a des copilotes, et donc là on a une dimension métier, copilote for sales, copilote for finance qu'on vient d'annoncer récemment. Et puis bien évidemment, aujourd'hui également de toucher la population IT et développeurs. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer, il y a notamment GitHub, développeurs augmentés, donc qui aide et qui facilite le développement de code informatique. Donc là, il y a une vraie valeur en fait pour faciliter et accélérer le développement des applications. Voilà. Donc ce choix, il a été fait aujourd'hui avec OpenAI. Pourquoi? Parce que voilà, quand on a fait ce choix de partenariat il y a 5 ans, on a considéré, et ça l'est encore, que OpenAI avait un modèle, des modèles de LLM extrêmement aboutis. La stratégie Microsoft, parce qu'en 1 an, le marché a beaucoup changé. Il y a 1 an, on annonçait le partenariat Azure OpenAI. Aujourd'hui, et vous allez retrouver ici finalement le cœur de la stratégie Microsoft, qui est une volonté d'être complètement ouvert. Ça a été un gros virage que Microsoft a pris avec Satya Nadella. Pourquoi complètement ouvert? Parce que on a bien conscience qu'il n'y a pas qu'un modèle de LLM. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs, et y compris une superbe entreprise française, Mistral. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui développent des modèles pour répondre à différents usages. Et notre mission à nous, chez Microsoft, finalement, c'est d'enrichir notre plateforme Azure avec l'ensemble de ces modèles. Donc, on a 2 stratégies, avec chacun ses bénéfices et ses avantages. Une première stratégie qui est la partie de gauche que vous voyez, qui est modèle as a platform, c'est-à-dire que vous allez choisir n'importe quel modèle aujourd'hui disponible sur Azure. Par contre, vous allez porter la responsabilité de configurer votre infrastructure sur Azure. Et puis le modèle de droite, vous vous embêtez plus avec la configuration de l'infrastructure. Donc là, on est dans une approche modèle as a service, donc sur lequel on a OpenAI et Mistral qu'on a annoncé récemment, où là, en 3 clics, vous allez, grâce à AI Studio, quand vous allez lancer votre cas d'usage avec un modèle de LLM, et bien finalement benchmarker ce modèle de LLM. Est-ce que c'est mieux de le faire avec du Mistral? Est-ce que c'est mieux de le faire avec de l'OpenAI ou du Llama 2? Vous allez pouvoir entraîner votre code. Vous allez pouvoir également estimer le coût en fait de l'entraînement de ces modèles. Et voilà. Et on sait que le marché va tendre vers cette approche modèle as a service. Maintenant, avant de te passer la main, François, on ne fait pas de GenAI sans avoir des données de qualité. Donc c'est extrêmement important finalement que les projets, et j'y reviendrai plus tard, GenAI s'inscrivent finalement dans une stratégie beaucoup plus large que la GenAI. Pourquoi? Parce que
Si vous avez des sources de données qui ne sont pas de qualité, que la donnée n'est pas gouvernée, sécurisée, on peut s'exposer à des problèmes de compliance. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, on voit que dès qu'on parle d'un projet de GenAI, vous allez avoir, notamment dans la relation client, besoin de transcrire une conversation en un écrit, d'analyser une image, une vidéo. Et donc, on va aller chercher, en fait, le bénéfice de toutes les autres solutions de Microsoft que vous avez sur la plateforme Azure, et notamment les services cognitifs, pour faire la reconnaissance d'image, la traduction, la transcription, etc. etc. Donc, GenAI s'intègre dans un portefeuille service sur Azure qui est beaucoup plus large, bien sûr, que GenAI, et qui tire le profit des solutions d'AI, de machine learning, développement applicatif, etc. etc. Peut-être un petit mot, parce que François, OnePoint. Compléter un peu ce que tu dis, effectivement, oui. Sandrine, c'est que nous, on a un certain nombre on a beaucoup de projets, on va vous montrer quelques démos tout à l'heure, mais ce qu'on constate, c'est que on a deux rythmes aujourd'hui chez les mêmes clients. C'est-à-dire que les mêmes clients nous demandent à la fois du prototypage, voire des MVP, voire des choses en production très rapidement, parce qu'ils voient que la compétition accélère. Et dans le même temps, l'IT, souvent, s'inquiète de la pérennité de tout ça. Et donc, investit dans des sujets de plateforme, de normalisation, etc. Donc, on est amené souvent à faire deux streams en même temps sur les projets, un stream pour construire des choses, puis un stream effectivement pour apporter une valeur rapide. Alors, Microsoft nous aide à ça, puisque du coup, il y a un certain nombre d'annonces qui ont eu lieu depuis 2 ans. Juste avant la General Availability d'Azure OpenAI, on a eu le projet Trident qui est devenu aujourd'hui le produit Fabric. On a la chance chez OnePoint, en plus, vous l'avez peut-être noté la semaine dernière au Microsoft AI Tour, d'avoir fait la première implémentation internationale de Fabric chez un grand client du luxe. Vous pourrez du coup voir la vidéo en replay. Et en fait, une de ses grandes forces, c'est que déjà, ça utilise OneLake, qui est, selon moi, qui devient une sorte de standard de facto, Delta Lake, qui est partagé par Databricks, qui est partagé par Microsoft, qui est partagé par d'autres acteurs, et qui va nous permettre d'être un peu le OneDrive de la data, et au moins de rassembler énormément d'informations, ce qui va nous permettre derrière de faire du RAG et pas mal de choses. Fabric, c'est un produit qui offre aussi il a plein d'angles, Fabric, de data virtualisation, d'intégration avec plein d'autres sources qui font déjà une grosse partie de sa valeur, mais une partie de sa valeur aussi, selon moi, c'est que dans la même plateforme, on fait converger les développements de data ingénieurs, de personnes qui font de la modélisation, de personnes qui font de la BI, de personnes qui font de la data science et de personnes qui font de l'IA. Et du coup, ça permet de s'asseoir autour de la même machine et d'aller développer quelque chose très rapidement. Et enfin, tout ça s'intègre avec Azure AI Studio, et ce qui fait que sur certains projets de déploiement de data platform chez des clients, on intègre directement finalement toutes ces features IA by design, et ce qui nous permet du coup de pouvoir couvrir l'ensemble des cas d'usage de la data. C'est ce qu'on fait chez ce client en l'occurrence. Sandrine, je te laisse peut-être un petit mot de conclusion sur cette première partie. Oui, je voudrais revenir peut-être sur quelques principes et prérequis qui sont extrêmement importants dès qu'on parle de générative AI. C'est la notion de responsabilité. On sait que dans tous les projets génératifs AI, comme d'ailleurs dans les projets data, il est extrêmement important en fait d'intégrer un certain nombre de principes qui sont tous extrêmement clés. Le premier, c'est être sûr que finalement, quand on définit les règles d'usage de la data, on assure le bon niveau de privacy et de sécurité de cette donnée. On s'assure également que dès qu'on met à disposition en fait, un modèle de LLM avec un service et une application, la restitution de la réponse sera inclusive et juste. Il faut également, et ça c'est une responsabilité en tant qu'acteur économique et entreprise, nous avons tous, on est responsable finalement des modèles de GenAI et des services qu'on met à disposition, que ce soit pour nos collaborateurs ou nos clients. Il y a aussi un vrai sujet de transparence, c'est-à-dire être en capacité d'expliquer les modèles qu'on a construits. Et puis bien évidemment, on le voit, GenAI, ça peut toucher parfois des usages qui sont extrêmement sensibles. Et la notion de fiabilité et de sécurité, au sens propre du terme, elle est extrêmement importante. Voilà. Donc ça, c'est au cœur de la stratégie de Microsoft. Avec l'ensemble des outils que vous avez dans Azure, vous pouvez répondre à l'ensemble de ces critères. Voilà. Et c'est des choses en fait qui sont extrêmement clés et j'ai envie de dire incontournables dès qu'on pense à un projet de GenAI ou AI.
Et dernier sujet, bon, j'enfonce peut-être quelques portes, mais la grande différence quand vous allez faire de l'OpenAI, du Mistral sur Azure, etc., c'est que toutes les données que vous allez mettre en fait dans ces modèles que vous allez entraîner ne servent pas à enrichir les modèles. Ça reste vos données sur les tenants Azure, et donc vous bénéficiez de tous les mécanismes de sécurité, d'encryption, etc. Et Microsoft n'a pas accès à cette donnée. Voilà, ce sont vos propres données pour vos propres usages. Donc on respecte bien évidemment les mêmes engagements que nous prenons de manière générale sur l'ensemble des services Azure. Donc c'est très important cette différence entre le monde open source, donc OpenAI si vous utilisez comment dire sur l'espace communautaire d'OpenAI, ou l'OpenAI dans Azure. Voilà, on s'engage sur l'ensemble de ces principes. Merci Sandrine pour la transition, parce que effectivement, moi j'ai souvenir qu'on avait participé à construire un think tank qui s'appelait Impact IA avec Microsoft en 2016-2017. Donc c'est des sujets sur l'IA qu'on discute depuis très longtemps, et c'est vrai que chez Microsoft, il y a vraiment cette dimension de fournisseur pour les entreprises et pour le grand public, et donc un niveau de responsabilité qui est important. Chez OnePoint, évidemment, cette responsabilité, ça nous concerne aussi beaucoup. Et en même temps, on voulait bénéficier de tout ce que pouvait nous offrir la Generative AI dès le premier jour, finalement. Et dès le 21 mars, on s'est dit, OK, on ne peut pas ouvrir à tous nos consultants, finalement, des accès OpenAI parce qu'on traite de données de nos clients. A contrario, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est équipé, en fait, d'une plateforme Microsoft, avec Azure OpenAI Service, et on a développé un produit qui nous permettait d'éviter les fuites, qui permettait de donner surtout à nos collaborateurs un outil de productivité qui nous permet d'accélérer les projets chez nos clients. Donc, on a eu chez OnePoint cette approche finalement qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, ou en tout cas qui commence à se décliner. C'est une transformation générative AI, c'est à la fois une transformation de tout le monde, de tous nos collègues, sur nos manières de travailler pour se débarrasser de ces tâches répétitives et puis aller construire un peu de valeur. Le deuxième angle, c'est de construire des outils propres à l'entreprise qui vont venir traiter en fait des sujets récurrents qui ne sont pas traités par une seule personne dans l'entreprise, mais qui peuvent être complètement automatisés. Et le dernier point, et c'est le plus important, c'est comment l'IA générative doit changer, disrupter nos offres. On fait des offres historiquement dans une boîte de conseil de toute nature. Alors je vais prendre des offres techniques comme exemple, des offres de migration de données, des offres de migration de code, des offres de data stewardship, etc. Et tous ces process, on s'est posé la question chez OnePoint, on les a tous repris, on s'est dit, OK, cette offre-là, est-ce que demain, elle a de la valeur? Si un concurrent crée quelque chose avec de la Generative AI, est-ce qu'on pourra encore la vendre? Donc, du coup, ça nous a amené à développer et à revoir plein de nos offres. Alors, la première, évidemment, Neo, c'est cet assistant conversationnel. Donc, finalement, c'est quoi? C'est un chat GPT interne dont la principale valeur, c'est les couches d'intégration qu'on a mis par-dessus. Je vous donne deux exemples, mais je vais faire vite sur Neo, puisqu'il y a eu d'autres sessions dessus dans la journée. Il y a encore les équipes qui sont là, donc vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse pour voir des démos. Mais globalement, on a des outils très fonctionnels comme par exemple un analyseur de contrat. Donc on reçoit un contrat d'un client, on a un truc qui s'appelle le red flag. En 30 secondes, on a tous les topics qui ne répondent pas à la compliance de notre service juridique. Et on gagne à peu près, avant il nous fallait 6 semaines pour réviser un contrat. Maintenant, en général, ça prend moins d'une journée. Voilà. Et puis on ne travaille plus avec notre cabinet de juristes externes non plus. Voilà pour cette présentation. Et ensuite, j'aimerais parler d'offres qu'on a développées chez des clients. Et je vais laisser la parole aux équipes qui les ont réalisées, et a fortiori du coup à Sylvain, qui m'accompagne sur un projet de data platform depuis 2 ans et demi qu'on a un petit peu transformé. Bonjour à tout le monde. Effectivement, on intervient chez Elis. Je nomme parce qu'on va voir une vidéo derrière qui va mettre en visibilité ce client, ce partenaire sur lequel effectivement on a engagé une grande transformation, une transformation organisationnelle pour effectivement mettre la data au cœur des activités de l'entreprise. On va mettre le son un peu moins fort. Et au-delà effectivement des projets classiques de transformation et de la mise en place de plateformes, si on peut mettre voilà, un peu moins fort. Ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce programme, c'est d'intégrer l'IA générative un peu partout. Donc il y a effectivement sur les métiers classiques de l'entreprise,
Et puis après, il y a aussi dans les activités, comme le disait François, dans les activités qu'on peut réaliser au quotidien en tant que consultant. Donc là, le premier exemple, c'est un cas d'application chez nos clients sur une fonction un peu cœur de l'agent de service. Donc l'agent de service chez Elis, ça vous avez certainement dû voir, alors pas les gros camions, vous les voyez pas trop, mais plutôt les petits camions. Donc il y a des livraisons tous les jours au bas des hôtels, au bas des restaurants. Et finalement, cet agent de service, il fait en moyenne 17 livraisons par jour. Et il doit faire un compte-rendu. Ce compte-rendu, il est normalisé dans l'entreprise. Sauf que vous imaginez bien que quand on est un agent de service, on n'a pas forcément la capacité d'aller écrire à chacune des livraisons exactement ce qu'on a pu voir. L'intérêt pour finalement l'intégration de l'IA générative dans ce contexte, c'est que l'agent de service, il est très central dans les activités d'Elis, puisqu'il a à la fois cette fonction d'aller délivrer un service, il a à la fois la fonction d'être un représentant commercial aussi auprès du service qu'il dispense. Il a aussi une activité de relation client par rapport à des problématiques qu'il peut rencontrer. Et finalement, là, ce qu'on met en exergue, c'est qu'on a la capacité finalement d'intégrer directement l'application et le smartphone à disposition de l'agent de service pour pouvoir automatiquement réaliser finalement en live son compte rendu. Donc on va pouvoir y mettre des éléments qui vont être sur tout son service, et c'est finalement grâce à des LLM et une infrastructure qu'on a mis en place de pouvoir faire automatiquement du speech to text pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations de cette tournée. Et puis après on va voir l'intérêt surtout apporté par l'IA générative. Si tu peux juste passer, voilà, c'est qu'on va pouvoir générer finalement une base de données automatique et c'est là où est tout l'intérêt, c'est que grâce à la mise en place de prompts, la connaissance du contexte client, finalement cette base de données, elle va répondre exactement à des problématiques de l'entreprise. Donc on va avoir des catégories qui vont être liées à une fonction d'accessibilité sur les sites, qui est une vraie problématique quand on est livreur, parce que tous les jours on doit accéder à un site et parfois les numéros sont modifiés. On va avoir des problématiques liées au contrat. J'ai pas le nombre de nappes que je dois mettre à disposition habituellement. J'ai des problématiques de qualité. Donc ça, toute la partie customer request, toute la partie complaints aussi. J'ai des problématiques de stock, et finalement c'est ça tout l'intérêt à l'IA générative, c'est que on a à la fois une capacité finalement de simplification de la tâche du rapport, l'intégration des éléments automatiquement dans une base de données, catégorisée par rapport aux fonctions de l'entreprise, avec des intégrations possibles potentiellement avec d'autres outils, notamment des outils de CRM. Et puis également un troisième point qui est important, parce que là c'est un cas d'application pour ce secteur, on l'a aussi éprouvé dans des secteurs par exemple du bâtiment, c'est la question de la langue. Effectivement, on va avoir des agents, des chefs de chantier, par exemple sur le bâtiment, qui ne parlent pas forcément la langue du pays, qui vont avoir plus de facilité à s'exprimer dans leur langue natale. Là, on a mis en place des modèles qui permettent de traduire 99 langues avec une précision qui est assez intéressante. Là, en l'occurrence, dans le contexte d'Elis, on a fait une formation IA générative où on a eu un test d'une des membres du COMEX qui est finlandaise. Alors effectivement, elle pensait qu'elle allait nous faire planter notre outil. Bon, ça a parfaitement fait la traduction. Voilà, donc c'est des choses qui sont quand même super intéressantes, parce que sur la compréhension d'un process qui est relativement simple, qui est normé dans une entreprise, finalement, on a réussi à constituer toute cette base de données qui, finalement, aujourd'hui, est complètement intégrée dans le processus de l'entreprise. Merci Sylvain. Et vous vous êtes pas arrêté là? Parce que du coup, avec Benoît et Thomas que je vois dans la salle, vous avez fait d'autres choses. Effectivement, on s'est pas arrêté là, parce que après c'est logique on sert les clients et les employés de l'entreprise. On a essayé de se servir nous-mêmes et surtout faire vivre l'implémentation d'un data catalogue. Sujet d'un data catalogue, la complexité, c'est surtout de le remplir, parce que finalement, il va vivre que s'il y a un intérêt d'aller lire ce qu'il y a dedans. Donc là, on a fait une rapide représentation qui est de se dire, aujourd'hui, on a effectivement toute la dimension d'intégration des données métiers, qui sont effectivement des choses à haute valeur et qui sont
peu automatisable. Par contre, tout ce qui va être l'intégration de toutes les structures de bases de données dans nos data catalogues, ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et c'est là où on s'est posé la question. Faible valeur ajoutée, tâche répétitive. Et donc forcément, pour le collaborateur, c'est une perte de temps. C'est pas forcément super sympa à faire. Et c'est franchement une limitation de l'intégration d'un data catalogue dans l'entreprise. Si on peut passer la slide d'après. Donc on a mis en place finalement une architecture qui est basée sur une infrastructure Azure. On a mis en place un modèle sur OpenAI. Et finalement, on a fait toute une chaîne qui est assez simple. On va récupérer la base sur laquelle on souhaite effectivement documenter. Ensuite, on va récupérer le contexte spécifique par API. Après, on va avoir des récupérations d'exemples dans notre database, vous reconnaîtrez les logos. Et enfin, on va avoir effectivement une insertion de la documentation par API dans notre outil de data catalogue. Donc là, on vous met en exergue finalement les résultats. Donc les résultats, ils sont concrètement assez époustouflants. Et on va vous mettre quelques chiffres après. Ce qui est intéressant là dans cet exemple, c'est on a pris effectivement la dimension contact téléphonique. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, finalement, le LLM va taguer cette information comme une information qui est à caractère personnel, donc liée à la RGPD. Il va préciser et décrire comment est construit ce contact phone. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre data catalog, on a la possibilité d'aller décrire ce qu'est un numéro de téléphone. Là, en l'occurrence, il ne va pas mettre d'exemple, puisqu'effectivement, il considère que c'est une donnée RGPD, donc il va pas indiquer la mention. Si on enchaîne... Alors là, c'est ce qui est encore le plus intéressant. C'est les chiffres. Donc là, effectivement, on a fait le test sur... On a fait le test, on va dire, chiffré et financier sur la base de la plateforme qu'on a mis en place. Donc notre cas, là, c'est une plateforme qui a plus de 30 tables, 700 colonnes. On a une documentation complète, concrètement, pour $13. Et on a 6 heures. En 6 heures, on a, finalement, c'est la durée de documentation totale avec contrôle humain. Parce que, bien évidemment, alors je ne l'ai pas mis, et tu pourrais juste remonter la slide, je n'ai pas précisé. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a mis là, il y a marqué Filled by Autonomous Agents, qui concrètement, c'est de se dire, il y a un moment donné, il faut quand même valider ce qu'il a écrit. Et ça, c'est super important, puisque on a mis effectivement cette règle-là systématique pour éviter qu'effectivement tout soit rempli automatiquement sans vérification humaine. Donc on considère qu'effectivement, sur cette base-là, on a 6 heures avec ce contrôle humain. Là, c'est les éléments classiques. Donc, on a fait des tests. On a fait sur du GPT 3.5, du GPT 4. C'est vrai qu'avec du GPT 4, on avait des niveaux de performance qui étaient assez importants. Et finalement, je vais juste porter le chiffre d'en bas à droite. Les supérieurs à 90%, c'est effectivement le temps de réduction des efforts de documentation technique qu'on a estimé dans ce contexte. Donc voilà, donc on a un niveau de performance là qui est super important. On a une capacité effectivement de réduction d'un travail rébarbatif qui est un vrai frein aujourd'hui à l'implémentation d'un data catalogue. Et donc finalement la conduite du changement, c'est aussi une capacité qu'on a pu accélérer grâce à l'IA générative. C'est ça, et une très grosse capacité d'accélération, parce que si on doit peupler un data catalogue avant de lancer un projet, je crois qu'on avait fait le calcul avec Thomas, c'était 55 jours, si je me rappelle le chiffre. 55 jours, c'est 3 mois de travail. Là, ça s'est fait en une journée, donc on peut lancer les sujets d'après. On voudrait illustrer aussi un autre cas qui est moins propre à un produit en particulier, qui est la data platform, mais qui est plus générique. Et qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui suscite beaucoup d'intérêt chez nos clients, qu'on a, je crois, aujourd'hui, on a 2 projets qui sont lancés avec, et puis d'autres qui vont venir. Et je vais laisser la parole à Philippe pour présenter un outil qui va permettre d'accélérer encore plus les transformations digitales chez nos clients. Merci François. Donc effectivement, je vais vous parler d'un produit qu'on développe en interne chez OnePoint, mais qui sert donc effectivement pour nos clients autour de l'aide à la migration. En sachant que derrière une migration, on peut retrouver énormément de différentes typologies de projets. Il peut y avoir des montées de versions, des move to cloud,
de la rétrodocumentation, etc. Et du coup, on a développé une plateforme qui aide à la migration de systèmes. Donc cette plateforme, il y a vraiment les 3 mots qui sont importants. Donc là, il y a la partie plateforme qui est très importante puisqu'on l'a pensée multi-projet, multi-utilisateur. Donc plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur le même projet et un utilisateur peut avoir plusieurs projets puisque on s'est rendu compte que dans les sujets de migration, de temps en temps, il y avait plusieurs systèmes sources et un seul système destination. Donc comment est-ce qu'on fait pour migrer tout de manière cohérente vers un seul système destination? Donc multi-utilisateur, multi-projet. Multi-cloud, puisqu'on peut se connecter sur différents clouds pour aller chercher des scripts sources dans différents langages. Et multilingue, bien sûr, puisque notre interface est par défaut multilingue. Ensuite, la partie aide, puisque ça va accompagner les développeurs ou ceux qui font le travail de migration dans, d'une part, l'analyse du code source, puisque en général, sur les sujets de migration, il vaut mieux avoir des compétences dans le langage destination. Néanmoins, c'est important d'en avoir dans le code source. Et dans le code source, dans le système legacy, c'est plus dur parfois de trouver des personnes qui sont compétentes pour le comprendre et l'analyser. Donc ça peut aider à faire l'analyse, la documentation, la rétrodocumentation, l'explication ou le chat sur un script pour comprendre ce que contient le script source dans une optique de mieux le migrer. On va travailler également sur la qualité, donc la qualité du code source et la qualité du code destination. Donc on essaye de détecter des problématiques qu'on trouve toujours dans les codes sources ou dans les systèmes legacy, de bugs dans le code source, de mots de passe codés en clair, de nom de serveur codé en clair, de code avec un petit commentaire au-dessus qui dit « Attention, le code qui suit doit être commenté si un tel dit quelque chose ». Or, un tel est parti à la retraite il y a 10 ans. Donc, il peut y avoir des problématiques de compréhension en langage naturel de ce que fait le code et des commentaires qui sont au-dessus ou en dessous. Et ça va être une aide à la mise en cohérence de tous les scripts qui sont migrés. Par exemple, mise en cohérence par rapport à une certaine base documentaire, un wiki, un Confluence, des documents qui sont sur un SharePoint, par exemple, pour aider à mettre en cohérence toute la plateforme destination. Et enfin, la partie modernisation, et donc pour faire la traduction, donc le code source vers le code destination, l'optimisation des scripts, par exemple, peut-être qu'il y a 10 scripts dans le langage source, peut-être que ça a du sens de n'en faire que 6 ou 7 dans le langage destination, donc faire des propositions de refactoring. L'optimisation pour aller chercher des gains de performance dans le langage destination. Notre solution est multi-agents, on a 15-16 agents qui communiquent entre eux pour essayer d'aboutir à un niveau de qualité le plus fort. Donc, je vous montre un exemple juste après. Et l'aide au déploiement ou à la préparation des scripts dans le langage cible pour les migrer de la meilleure manière possible. Donc la détection de dépendance, d'interdépendance entre les scripts. Je montre quelques exemples en mode screenshot. Ça s'affiche normalement automatiquement. Ouais. Si tu peux revenir en arrière, juste un. Ils s'affichent les uns après les autres. Donc il y a d'abord une interface pour gérer l'aspect multi-utilisateur et multi-projet. Donc c'est là où on peut sélectionner le type de langage source et la version du langage source. La même chose côté destination. C'est là où on peut également choisir de rajouter des projets, de supprimer des projets, voilà, de gérer les projets. Et ensuite, en dessous, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est les différents agents qu'on va lancer. Donc il y aura bien sûr un agent de traduction, il y aura des agents de documentation, de rétrodocumentation, d'audit du code source, d'audit du code destination, d'évaluation de la qualité de la migration. On va retrouver également une partie d'optimisation et des tests, tests unitaires, tests d'intégration, tests de non-régression. Et ensuite, 3 agents sur la partie interface humaine qui permettra de chatter avec la solution, chatter avec les scripts sources, les scripts destination, et un agent pour améliorer le fonctionnement de la plateforme. Et à droite, donc c'est un exemple d'interface de migration de script SAS vers du Python, qui est un chemin de migration assez populaire où on sent qu'il y a beaucoup de demandes de la part des clients, où on va cliquer sur migrer, on va choisir son script, donc qui vient soit d'un code qu'on peut copier-coller, soit d'un fichier, soit d'un répertoire, soit d'un connecteur où on va aller se connecter sur un système quelque part. Et ensuite, les agents se déploient petit à petit avec toute une procédure en fonction des agents qu'on a sélectionnés, ils vont se déclencher les uns après les autres. Juste passer. Ce qui se passe donc dans la plateforme, on a d'un côté le client fournit des codes
des scripts dans un langage source avec une base documentaire. Donc, comme je l'avais dit, ça peut être un SharePoint, ça peut être des fichiers texte, des wikis, des bonnes pratiques d'implémentation, des conventions de nommage, des patterns d'implémentation. Et ensuite, en sortie, on aura des scripts dans un langage destination avec un ensemble de rapports et d'analyses sur la qualité de la migration. Et à l'intérieur, on va retrouver 4 grandes catégories d'agents. Donc derrière chacun de ces agents se cachent différents LLM. Donc on peut avoir du GPT-4. C'est pour ça qu'on l'a déployé sur Azure pour faire usage des GPT. Néanmoins, comme Florence l'indiquait tout à l'heure sur la quantité de LLM qui sont disponibles sur Azure, on peut sélectionner au cas par cas certains LLM qui sont plus performants dans telle ou telle situation. Par exemple, NVIDIA a fait des très bons modèles sur la génération de code. Mistral peut être très bon dans la langue française quand il s'agit d'analyser de la documentation ou des commentaires dans le code. Donc on va faire cette phase d'analyse, on va analyser le code, documenter, auditer, ensuite faire la traduction, travailler sur la qualité et l'optimisation et travailler sur l'interaction en langage naturel pour avoir des explications sur ce que la plateforme a fourni comme code destination. Et également une boucle de feedback qui permet aux développeurs ou à l'utilisateur de mettre des remarques concernant la qualité du code qui a été fourni. Et ces remarques sont ensuite alimentées dans la base documentaire pour enrichir la solution au fil du temps. Et je pense que j'ai tout dit. Tu veux passer encore un clic. Donc les premières instanciations qu'on est en train de faire, donc c'est essentiellement du SAS vers du Python. Beaucoup de SQL vers SQL, avec plein de différentes variantes de SQL. Postgre vers Oracle vers Postgre, Oracle vers SQL Server, etc. Et ensuite, on a du Drupal, donc des montées de versions, pas des migrations. On a du VB vers du C#, on a et le dernier, tout ce qui est COBOL R et compagnie. Donc là, c'est la porte ouverte à énormément d'anciens langages ou de langages qui ont pour vocation à migrer vers des nouvelles plateformes. Voilà. Et donc, on investit beaucoup en ce moment sur l'aspect architecture, puisque un élément différenciant, c'est la quantité de LLM pour gérer les gros contextes. Souvent, les clients, on peut retrouver des scripts avec plusieurs milliers de lignes. Donc, découper pour mieux régner, ça peut être intéressant avec différents LLM, différentes bases documentaires qu'on prend selon les agents. Et on fait beaucoup de travail d'injection de notre expertise avec nos experts dans les différents langages et beaucoup de travail autour du prompt engineering, prompt flow, prompt architecture. Alors pour l'instant, ces 16 agents, on les a créés de manière statique. Ils se déclenchent avec un flux au sein de ces agents. Et de plus en plus, on va injecter, là encore, de l'IA générative pour que cet agencement devienne dynamique en fonction des cas d'usage qu'on a chez les clients. Et on développe effectivement également beaucoup de connecteurs sur plein de plateformes diverses. Merci Philippe. Et c'est une petite transition pour Sandrine, parce qu'effectivement, ce passage à l'échelle, l'utilisation de ces outils de GenAI ou de ces solutions qu'on invente, souvent ce qu'on voit aussi chez les clients, c'est qu'ils sont embarqués dans de l'existant, ils ont des budgets qui sont contraints, ils ont des timings qui nécessitent d'aller rapatrier des données sur des systèmes obsolètes vers ces nouveaux systèmes avant de les exploiter, comme disait Sandrine, dans OneLake par exemple. Et c'est vrai que quand on propose d'effectuer ces migrations pour un budget 3 fois inférieur et un timing 3 fois plus rapide, bah ça déleste quand même les DSI, ça déleste les équipes et ça leur permet d'aller chercher ces leviers de valeur. Et du coup, Sandrine, à toi la parole pour nous présenter la montée à l'échelle de ces solutions. Merci François pour la transition. Effectivement, alors quelques enseignements de ce qu'on a vu depuis maintenant 1 an et demi, ce qui fonctionne bien chez nos clients pour effectivement envisager ce passage à l'échelle. Alors, premier point, on voit... Ah, je crois que... Non, je pense qu'il faut que tu aies... Alors, premier constat, c'est il est extrêmement facile finalement, parce que c'est des technologies qui sont assez simples à appréhender, hein, les LLM, apprendre à prompter. Lancer des prototypes, c'est simple. Lancer des prototypes sans envisager finalement la continuité du projet, et c'est là où finalement on voit que le passage à l'échelle exige un certain nombre de capacités en fait chez nos clients. Si je devais résumer ces capacités, je dirais qu'il y a quatre grands sujets. La première, c'est il faut se doter des bonnes compétences ou aller les chercher auprès de OnePoint. Voilà, les compétences pour mener de bout en bout en fait ces projets sont extrêmement clés.
Deuxième capacité, et ça on revient, on l'a pas mal abordé précédemment, c'est la qualité de la donnée. Voilà, s'assurer qu'on a le bon accès à la donnée et que cette donnée sera de qualité. Il faut réfléchir dès qu'on pense la phase d'après le prototypage, à quels sont les outils en fait qu'on va utiliser pour finalement gérer la continuité du service. Et puis on le voit, on a des clients quand on a démarré les premières conversations qui nous disaient mais j'ai 250 cas d'usage. En fait, c'est pas le nombre de cas d'usage qui est important, c'est le business case qu'on a derrière en fait l'usage et l'objectif qu'on se fixe. Voilà. Et il faut vraiment avoir cette dimension et ce qui nécessite de travailler à différents niveaux en fait dès qu'on parle de generative AI. Le premier niveau, c'est bien évidemment, il faut que l'entreprise ait une stratégie autour de la Gen AI. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'un sujet de technologie. La technologie, j'ai envie de dire, c'est la toute petite partie, finalement, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a un vrai sujet autour de la stratégie, les usages, les bénéfices qu'on identifie. Il y a un deuxième sujet autour de tout ce qui est acculturation. Et on le voit, en fait, les clients qui arrivent à bien acculturer, c'est ceux qui font des hackathons, des workshops, voilà, qui passent du temps, en fait, finalement, à faire de la pédagogie auprès de leurs collaborateurs. Donc, cette dimension au niveau du comité de direction, elle est clé. Il faut également que, bien évidemment, cette stratégie elle soit diffusée en fait sur l'ensemble des lignes métiers. Ils ont plein de problématiques à régler. En général, ils sont plutôt assez vocaux pour exprimer leurs besoins, mais ils doivent être embarqués. C'est pas qu'un sujet data. Ils doivent être embarqués dans la conversation. Et puis à un moment donné, dès qu'on passe et dès qu'on veut passer à l'échelle et quitter finalement cette phase de prototypage, on a une dimension finalement approche product, comme dans n'importe quelle application. Donc c'est une approche data mesh et c'est la seule finalement manière de faire si on veut passer et franchir toutes ces étapes du prototype. Ça nécessite aussi de mettre en place les bons organismes de gouvernance qui vont faire le choix de l'arbitrage des cas d'usage, etc. pour derrière envisager toutes les phases de déploiement, de développement des applications, voilà, pour arriver à avoir cette approche LLM Ops ou ML Ops. D'ailleurs, si on le regarde un petit peu sous un autre angle, je ne reviens pas sur la couche haute, puisque je l'ai évoqué. La stratégie, elle est clé. La stratégie, il faut qu'il y ait une dynamique au sein des entreprises qui se fasse entre le COMEX, l'IT, bien évidemment, et les métiers. Il faut penser dès le départ, et intégrer tous les sujets autour de l'éthique, de la responsabilité qui sont aussi clés dès qu'on parle d'un projet de Generative AI. Et on voit les clients finalement qui arrivent à lancer les premiers projets. On a deux grandes catégories au-delà des exemples que vous avez cités. Il y a les projets qui vont être liés à une ligne métier et puis il y a les projets qui vont être transverses. Et finalement, c'est comment est-ce que, à travers d'un point central, j'arrive à partager ces assets cross-entreprises pour éviter de recréer pour chaque ligne métier, finalement, un petit peu les mêmes services et les mêmes applications. Donc cet enjeu de transversalité, elle est importante. Et je vais aller un peu plus loin. Ce qui fonctionne bien, on le voit sur les clients qui sont quelque part les plus matures, c'est d'arriver à centraliser cette prise de décision sur les projets de GenAI, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir une vision transverse, finalement, de tous les sujets et les problématiques. Voilà. Je passe sur le slide d'après. En résumé, je pense que vous l'avez compris, le sponsorship au niveau du COMEX, il est clé, avec un relais côté IT, un relais côté métier. On onboard dès le départ, des projets, des discussions génératives AI, les équipes sécurité et compliance. On a vu au départ des projets que finalement, ils étaient un petit peu intégrés en fin de course et les équipes sécurité et compliance se posent exactement les mêmes questions que n'importe qui dans l'entreprise. C'est est-ce que, quand je vais mettre à disposition ce nouveau service, j'assure finalement la conformité et la responsabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement clé de contribuer aussi à leur acculturation et qu'ils soient impliqués dans le projet. Des cas d'usage avec des business cases qui soient extrêmement, forts, parce qu'à un moment donné, ça va nécessiter que l'entreprise s'organise et investisse. Des capacités d'investissement, parce qu'un projet de GenAI, quand on le fait dans son coin, c'est simple et ça coûte pas très cher. Quand il faut le passer à l'échelle de l'entreprise, il faut l'intégrer à sa landing zone, il faut paramétrer la sécurité, etc., etc. Et puis, pour passer à l'échelle, acculturation, passer du temps, à faire cette pédagogie. On a plein d'approches et de recommandations à vous faire sur la partie skilling, mais on peut vous aider avec OnePoint sur ce sujet-là. Et puis, il faut penser dès le départ, organisation, outillage et puis gouvernance. Voilà.
Je crois Merci qu'on Sandrine. arrive. On arrive au terme. Là, on va vous libérer. On va passer à la phase de questions. On espère que cette session vous a plu. Et je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour adresser une question. Alors, on pourra prendre une question. Voilà. Que le meilleur gagne. Lorsque vous voulez passer, donc transformer du COBOL dans un autre langage, donc là, au niveau de l'hygiène, l'IA générative, comment est-ce que vous allez, comment l'apprentissage se fait? Ok, il y a différentes solutions. Il y a le scénario où le LLM a la connaissance du code source et donc il a déjà appris sur des bases documentaires lors de son entraînement. Donc c'est les gros modèles sur étagère. Par exemple, un GPT-4, il a une bonne connaissance de COBOL. C'est plus compliqué quand le LLM n'a pas connaissance, donc quand c'est des langages propriétaires. Là, il faut lui fournir beaucoup d'exemples. Donc on emploie une technique qui s'appelle le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Après, quand il y a des projets où le code source ou destination est propriétaire et que le sujet est très complexe, on doit faire du fine-tuning de modèles. Donc là, c'est encore le niveau supérieur de complexité. Mais en général, la plupart des langages que vous avez vus là sur le slide, c'est des langages que les LLM connaissent déjà, dans une certaine mesure. Après, ça peut dépendre des numéros de version. Voilà. Mais en général, on enrichit avec des exemples que le client peut fournir et avec les bases documentaires, quand il y en a, de la part du client, pour avoir vraiment l'aspect fonctionnel qui ressort, mieux comprendre les commentaires qui sont indiqués, pour mieux essayer d'auditer le code source et de ne pas migrer des choses qui pourraient poser problème, qui posaient déjà problème dans le code source vers le code destination. Donc c'est soit le modèle le connaît sur étagère, soit on l'enrichit avec du RAG, soit on fait du fine-tuning dans les deux sens, côté source et côté destination. Et du coup, je voudrais peut-être compléter ta réponse, alors pas sous l'angle technique, mais un apprentissage aussi de ce qu'on voit là depuis 1 an et demi sur le marché, notamment le marché français. On a aussi, au départ, on a beaucoup pensé LLM, GPT, chatbot, enterprise search, alors que finalement, une des manières de gagner rapidement, en fait, d'obtenir des gains financiers et accélérer la migration et la modernisation des applications, ce sont les LLM. Et on voit aujourd'hui, j'ai un exemple d'ailleurs d'un client, au tout début de la mise à disposition de ces solutions, qui avait passé des semaines et des semaines à essayer de trouver les bonnes compétences sur le marché. D'ailleurs, à tel point qu'ils allaient quasiment arrêter en fait le projet de modernisation parce qu'ils n'y arrivaient pas. 25 minutes, $25, correction de 570 fichiers Java. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faute de compétences, parce que c'est tellement de lignes de code extrêmement compliquées qu'une erreur finalement met en péril le redéveloppement de l'application, le LLM a corrigé ce développement, voilà, et d'une manière très très rapide. Et ça, c'est un des gains immédiats. Donc les entreprises, on le voit d'ailleurs, les développeurs appréhendent de plus en plus ce type de technologie parce qu'ils voient le bénéfice et ils voient le gain en termes de productivité. D'ailleurs, chez Microsoft, on a fait nous-mêmes un certain nombre de benchmarks pour nos développeurs, parce que bien évidemment, on a une activité autour de la R&D qui est extrêmement importante. Et on voit que grâce en fait, à ces solutions, on arrive à générer 65% de code en plus par rapport à avant l'introduction de ce type de technologie. Donc ça, c'est un des bénéfices clés et assez rapide. C'est vrai, j'en ai parlé avec l'engineering Microsoft la semaine dernière. On m'a confirmé, Ayette, que la consigne l'année dernière avait été de faire plus avec le même budget parce qu'on avait mis des LLM. Merci à tous. On a débordé un tout petit peu, donc on est obligé d'arrêter. Mais on sera ravis de vous reparler à côté.